Mesdames et messieurs, encore une fois, bonjour et merci de suivre votre émission Objection qui reçoit ce dimanche Thierno Bocoum. C'est un plaisir, Monsieur Bocoum, de vous recevoir à l'émission Objection. Merci d'avoir bien voulu accepter notre invitation. Merci à vous aussi, Baye Omar. Permettez-moi de saluer les auditrices et auditeurs qui nous suivent actuellement. Alors, Thierno Bocoum, vous êtes juriste de formation, titulaire d'un diplôme de 3e cycle d'études en communication. Votre mémoire a porté sur la politique au Sénégal, enjeux et perspectives. Doctorant en diplomatie et relations internationales au CDH. Alors, Thierno Bocoum, du point de vue politique, vous êtes un membre fondateur de Rewmi et président de la commission comptabilité et contrôle d'octobre 2012 à octobre 2013 à l'Assemblée nationale, élu conseiller municipal de 2008 à 2014 à la commune des Parcelles Assainies. Juillet 2012, vous avez été élu député sur la liste nationale de la coalition Benno Bokk Yakaar. Depuis, vous êtes à la tête de Agir, Alliance générationnelle pour les intérêts de la République. Oui, actualité pour actualité avec la Covid-19. La courbe épidémiologique continue de croître. Les morts se comptent quotidiennement. Aujourd'hui, Thierno Bocoum, et avec le recul, qu'est-ce que cela vous inspire, cette situation dans laquelle se trouve le Sénégal? Une situation assez inquiétante. Je dois d'abord profiter de l'occasion pour présenter mes condoléances aux disparus, aux familles des disparus et à leurs proches. Nous nous rappelons tous des vœux de 2021. Et parmi les plus grands vœux, il y avait le fait que la Covid-19 reste en 2020 et non que ça ne suive pas en 2021. On a vu que la Covid a enjambé la barrière pour nous retrouver en 2021 et jusqu'au moment où nous parlons, nous subissons ce que nous avions subi en 2020 et qui a été très très douloureux pour les familles, très douloureux pour l'économie de notre pays, très douloureux pour le Sénégal en tant que tel et le monde entier. Donc nous considérons aujourd'hui que c'est une situation inquiétante à terme de perspective, parce que nous sommes en train de gérer une pandémie avec ces nouvelles vagues, une pandémie dont on ne sait pas quand est-ce que ça doit finir, une pandémie qui est problématique à travers le monde et qu'une solution et des solutions sont en train d'être trouvées. Difficultés et disons inquiétudes également par rapport à nos proches, par rapport à nos parents, par rapport aux Sénégalais d'une manière générale, parce que nous comptons les morts tous les jours. Et ça se complique selon vous au regard justement des épidémies qui sont annoncées. Oui, la grippe aviaire, également la fièvre jaune, plus la pandémie qui s'accentue de jour en jour. Oui, quelle riposte par rapport à cette situation? Quelle riposte? Alors, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que la Covid a été l'arbre qui a toujours caché la forêt. En dehors des épidémies qui se sont annoncées récemment, il y a d'autres maladies qui font des victimes toutes les années et dont pratiquement on ne s'était pas occupé, du fait que la Covid-19 a pris les devants, a été au devant de l'actualité, et nous avons mobilisé nos ressources dans ce sens. Ce qui, évidemment, malheureusement dans nos pays, nous n'avons pas de statistiques fiables, mais ce serait intéressant de voir comment la lutte contre la Covid-19 a empêché la lutte contre les autres maladies ou a accéléré la propagation de ces maladies-là. Aujourd'hui, on parle d'épidémies que vous venez de citer, qui doivent être gérées par notre système sanitaire. Un système sanitaire qui est déjà affaibli par la Covid-19, qui est affaibli par énormément de choses qui sont passées ces derniers mois. Donc évidemment, c'est une question extrêmement sérieuse qu'il faut gérer avec beaucoup de responsabilité. C'est pourquoi d'ailleurs nous avions toujours dit que dans la stratégie du gouvernement, il fallait nécessairement mettre en avant le fait
qu'il n'y a pas de lisibilité pour l'avenir en ce qui concerne la Covid-19 et qu'il y a les autres maladies à gérer. Il y a même les nouvelles vagues à gérer. Donc, fondamentalement, sur ces questions données, il fallait nécessairement prévoir tous ces aspects-là. Maintenant, nous sommes face à énormément de combats qu'il faut mener avec responsabilité. Et des mesures ont été prises, notamment le couvre-feu. Comment appréciez-vous ces mesures qui ont été prises? Oui, nous avons effectivement d'abord du point de vue juridique, il y a un nouveau régime qui a été inauguré à travers la catastrophe naturelle ou sanitaire. Aujourd'hui, nous sommes dans le cas d'une catastrophe sanitaire. Nous en avions beaucoup parlé. Il y a eu énormément de cacophonie et nous avons aussi noté que ce qu'on faisait au niveau de l'état d'urgence, ce que permettait l'état d'urgence au président de la République et aux autorités, c'est quasiment la même chose qu'on a aujourd'hui avec la catastrophe sanitaire. Quel était aujourd'hui l'intérêt de créer un nouveau régime, tout en sachant qu'on pouvait, à travers la calamité qui est une cause pour pouvoir décréter l'état d'urgence, prendre des mesures sanitaires et régler le problème. Alors, la différence qu'il y a eu et qui est une différence quand même assez remarquable, c'est que le président de la République s'est arrangé dans ce contexte de Covid-19 et dans ce contexte déclaré de catastrophe sanitaire pour phagocyter tous les pouvoirs et les regrouper autour de sa personne. Et c'est ça qui est très dommage pour la démocratie, parce que nous l'avons... En bien ou en mal? En mal, parce que nous l'avons décrié depuis très longtemps en disant qu'aujourd'hui, si on prend l'exemple de l'état d'urgence, le président de la République, après avoir décrété l'état d'urgence, se rend 12 jours après à l'Assemblée nationale. Parce qu'il faut partager le pouvoir d'appréciation. Est-ce qu'il faut renouveler ou pas? Et il y a, aux côtés du président de la République qui détermine la politique de la nation, les députés qui sont membres de l'Assemblée nationale, qui représentent le peuple et qui doivent contrôler l'action de l'exécutif. Donc, fondamentalement, cette, disons, mission de contrôle ne devait en aucune manière être écartée dans ce nouveau régime. Et ce fut le cas avec la catastrophe naturelle, parce qu'aujourd'hui, le président de la République a la possibilité de décréter cet état de catastrophe, même si ça n'a pas été précisé dans la loi, et de pouvoir renouveler un mois après, au moins une fois. Donc, je pense que, et sans passer à l'Assemblée nationale, sans passer par le filtre du législateur. Donc, c'est une situation aujourd'hui qui est inédite, parce que si on prend l'exemple de la France, par exemple, parce qu'on a été beaucoup dans le mimétisme, en France, lorsque l'état d'urgence sanitaire est décrété, un mois après, le président de la République introduit un projet de loi. Et donc, ici, ce n'est pas le cas. Donc, de ce point de vue-là, déjà, il y a eu énormément de problèmes. Ensuite, il y a le phénomène du couvre-feu. Nous rappelons que le couvre-feu, ce n'est pas la première fois que ça a été établi. Et notre problème, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu d'évaluation par rapport au couvre-feu? À chaque fois, dans tous les pays du monde qui travaillent sérieusement sur l'évolution de la Covid, à chaque fois qu'il y a des mesures exceptionnelles, les mesures exceptionnelles sont évaluées. Ce n'est pas le cas au Sénégal, malheureusement. En tout cas... Pour en déduire quoi? Pour vous, c'est pas efficace, le couvre-feu? Alors, justement, déjà, il fallait évaluer pour savoir si c'est efficace. Mais le président de la République lui-même nous a dit que ce n'était pas efficace. Je vous renvoie à son discours du 29 juin passé, quand il a déclaré qu'il n'y a plus de couvre-feu. Les raisons qu'il a données sont des raisons. Je pense qu'il a eu à faire un bilan coût-avantage en disant, compte tenu de la situation économique, des difficultés que nous rencontrons, nous allons vivre avec le virus. Donc, le président de la République lui-même, au stade où il n'y a pas eu de pic, au stade où la pandémie n'avait pas ralenti, avait décidé de surseoir au couvre-feu. Donc, à partir de ce moment, nous pouvons valablement dire que le président, d'une manière en tout cas officieuse, a eu à faire une évaluation officieuse et a pris la décision de renoncer au couvre-feu. Pourquoi ramener le couvre-feu dans ce cas? D'autant plus que dans les pays où il y a eu couvre-feu, notamment la France, les évaluations qui ont été faites ont montré que l'impact souhaité, même si c'est fait plus tôt parce que c'est à 18h, et même à 18h, l'impact souhaité n'a pas été réalisé sur le terrain. Donc de ce point de vue, effectivement, il y a des problèmes. Mais parallèlement à ça,
il y a énormément de populations qui sont confrontées à des difficultés à cause du couvre-feu. Et si on est dans la logique de mimétisme, on décrète une mesure exceptionnelle, il faut des mesures d'accompagnement. Si on prend l'exemple de la France, quand il y a des chômeurs, quand il y a des gens qui sont impactés, mais ils sont désintéressés, il y a une compensation. Au Sénégal, il n'y en a pas. Donc, on met des personnes au chômage, on met des familles dans des difficultés, sans prouver qu'il y a effectivement un impact sur l'évolution de la pandémie. C'est ça qui est extrêmement dommage. C'est ça qui est extrêmement dommage pour vous. Alors, oui, l'heure est au vaccin. Parce que la logistique se met en place de plus en plus avec l'arrivée des réfrigérateurs, entre autres. Oui. Cette solution pour vous, est-ce que c'est le vaccin? Alors, c'est ça que je voulais préciser. En réalité, quand on parle de vaccin, personne ne doit être contre un vaccin parce que les vaccins ont eu à régler énormément d'épidémies dans ce monde. Donc, le vaccin, il y a un protocole pour ça, donc il n'y a aucun problème à ce niveau. Mais il s'agit de quel vaccin? Il s'agit de quelle situation? Il s'agit de quelle pandémie? Et dans quel contexte? Je pense qu'il faut contextualiser. D'abord, il y a une incohérence dans la ligne du gouvernement. Le 31 décembre passé, le président de la République a dit très clairement lors de sa conférence de presse que nous n'étions pas pressés, qu'on serait des observateurs et que pour cette fois au moins on ne serait pas des cobayes. 5 jours après, il fait une déclaration pour dire qu'on va mettre en place un programme rapide de vaccination. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ce n'est pas la situation qui l'explique et le justifie? La situation n'avait pas beaucoup changé. L'autre aspect, c'est que ils étaient à 100% dans l'initiative COVAX, en disant que nous, de toutes les façons, nous nous retrouvons avec d'autres pays pour avoir des vaccins moins chers, etc. Aujourd'hui, nous entendons les mêmes autorités dire que l'initiative COVAX va concerner 20% des vaccins et les 80% des vaccins seront de l'initiative du Sénégal en partenariat avec des partenaires qui n'ont pas encore décliné. Donc c'est énormément de confusion dans un contexte de suspicion. Parce qu'il ne faut pas fuir... Suspicion par rapport à quoi? Suspicion par rapport au vaccin. Il ne faut pas fuir cette réalité. Parce qu'en réalité, ce dont il s'agit, c'est quoi? Ce dont il s'agit, c'est de faire en sorte que le maximum de Sénégalais soient vaccinés. Et comme on ne peut pas obliger les gens à se vacciner, il faut une approche pédagogique beaucoup plus intéressante pour pousser les Sénégalais à s'approprier de cette solution qui est quand même, comme on peut le dire, le vaccin peut être une solution. Mais quand il y a énormément d'incohérences dans les propos, dans les démarches, quand il n'y a pas véritablement disons cette démarche allant dans le sens de rassurer davantage les populations, parce que je l'ai dit le premier jour, si vous voulez que les populations soient vaccinées, il faudra être dans la pédagogie de l'exemple. Par exemple, que le président de la République se vaccine, etc., etc. Pour l'instant, ce n'est pas encore envisagé. Donc je considère que sur cette question, il y a eu une précipitation sans qu'il y ait une explication derrière. Il y a eu un changement de stratégie sans qu'il y ait également une explication derrière. Donc du coup, ça augmente dans la... Je parle du président de la République, oui. Je parle des autorités de ce pays. C'est-à-dire aujourd'hui, lorsque ces autorités ont mis en place un processus pour aller vers une vaccination rapide, ça veut dire qu'ils ont confiance à ce processus. Maintenant, pour justement que cette confiance soit entre parenthèses contagieuse et que les Sénégalais puissent s'approprier du vaccin, il faut une pédagogie par l'exemple. Et je pense que ça, c'est essentiel pour amener beaucoup de Sénégalais à accepter le vaccin. Et vous seriez tenté vous-même justement sur cet exemple, en vous faisant vacciner vous-même? Mais je l'ai dit, je ne suis pas une autorité du pays. Mais lorsque les autorités le feront, bien entendu, ça apportera plus de confiance. Oui, plus de confiance. Mais je précise également que cette précipitation, encore une fois, à être vaille que vaille dans le groupe des cobayes, parce que c'est ça dont il s'agit. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin qui donne des résultats probant à 100%. Nous sommes tous en phase de test, de voir ce que ça va donner, avec le virus qui se mute tout le temps, avec les changements et les variantes et tout ça. Je pense que quand même,
le fait qu'on se précipite à avoir le vaccin très rapidement, contrairement à l'avis de beaucoup de spécialistes, notamment des spécialistes sénégalais, qui pensaient qu'on pouvait encore attendre. Je pense que compte tenu de ce contexte-là, il faudra davantage plus de communication. Oui, plus de communication, vous l'avez dit. Justement, oui, la course au vaccin dans un contexte de lutte contre la corruption. Vous avez suivi quand même justement cette publication du Forum civil qui a donc donné son classement en parlant de perception de la corruption, 45 sur 100. Alors oui, selon vous, comment concevez-vous ce combat du gouvernement sénégalais contre la corruption? Est-ce que c'est un combat qui est gagné d'avance? Comment appréciez-vous la lutte contre la corruption au Sénégal? Alors, je dois dire d'abord que la lutte contre la corruption faisait partie des promesses du président Macky Sall et de ses collaborateurs. Surtout la reddition des comptes, comme on a l'habitude de le dire. Et dès l'installation du gouvernement, dès les premiers jours, les premières années, il y a eu énormément, disons, d'efforts dans ce sens, en mettant en place des structures pour lutter contre la corruption. Nous avons par exemple l'OFNAC qui a été créé, alors qu'avant il y avait le Conseil national pour la lutte contre la non-transparence, la concussion et la corruption. En 2003, donc il y a eu après l'OFNAC. L'OFNAC s'est inspiré des directives de l'UEMOA de 2012 sur la transparence. Donc il y a eu énormément de choses qui ont été mises en place. Mais le combat contre la corruption doit être gagné dans la mise en œuvre de la réglementation, pas seulement dans sa mise en place. La mise en œuvre a posé problème. L'exécution a posé problème. C'est ça le véritable problème aujourd'hui. Et nous voyons, si on prend l'exemple, par exemple, des déclarations de patrimoine. Avant qu'on en arrive au code de transparence de 2012, qui a inspiré la loi sur la déclaration de patrimoine. Avant qu'on en arrive à ça, il y a un article de la Constitution qui exige qu'il y ait une déclaration de patrimoine de la part du président de la République. Article 37 de la Constitution. Une déclaration de patrimoine qui doit être rendue publique. On a vu, par exemple, que le président de la République, après avoir été élu, n'a pas du tout déclaré son patrimoine. Donc c'est un problème déjà, alors que c'est lui qui devait être le garant de cette lutte contre la corruption. Avant sa prise de fonction. Avant sa prise de fonction. Et ça doit être publié. Parce que le plus souvent on dit qui vous dit qu'il ne l'a pas fait. Non, ça doit être publié par le Conseil constitutionnel. Ce qui n'est pas le cas. Et on a vu également que plusieurs fois des réclamations de ceux qui dirigent l'OFNAC pour dire qu'il y a des autorités qui refusent de faire la déclaration de patrimoine. Donc dans l'exécution de la réglementation, il y a eu énormément de problèmes. Et c'est ça véritablement qui pose problème, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et je pense que si on veut vraiment lutter contre la corruption, déjà il faut respecter la réglementation, il faut respecter la loi. Maintenant, le reste, faudrait-il faire la part entre la lutte contre la corruption et l'enrichissement illicite? Faudrait-il faire la comparaison? Est-ce qu'il y a une nuance entre combattre la corruption et combattre l'enrichissement illicite? Non, ça va de pair, parce que l'enrichissement illicite, la corruption, la fraude, c'est un cercle et tout se retrouve. On peut s'enrichir illicitement à travers la corruption. Donc je pense que fondamentalement, ce sont les délits financiers qu'il faut combattre définitivement, et il y a les outils pour cela. Maintenant, il faut que la mise en œuvre de ces outils puisse permettre d'atteindre des objectifs précis. On ne peut pas continuer comme ça à se baser juste sur la mise en œuvre, sur, disons, la mise en place de la réglementation. Et depuis l'élection de Macky Sall en 2012, comment appréciez-vous son engagement dans ce combat-là aujourd'hui? Quel bilan tirez-vous de sa lutte contre la corruption, l'enrichissement illicite et tout ce qu'il y a comme le bilan a été clairement pointé du doigt par le Forum civil. Je pense que nous sommes toujours dans la zone rouge, donc c'est clair comme bilan. Maintenant, comme je l'ai dit, il y a eu de la volonté de mettre en place des outils
À chaque fois, on nous parlait, oui, nous avons créé l'OFNAC, nous avons créé la CREI. Qu'est-ce qu'il en est? Prenons le cas de la CREI. Qu'est-ce qu'il en est de la CREI aujourd'hui? Sur 25 personnes qui avaient été citées, il y a, je pense, une seule personne, en dehors de Aïda Mbodj, qui a été inquiétée, à savoir Karim Wade. Donc, il n'y a pas eu de suite pour les autres. Finalement, aujourd'hui, on parle de réforme de la CREI. Donc, la CREI a été mise en place certainement pour combattre un adversaire politique. Si on prend le cas de l'OFNAC également, c'est quasiment la même chose. Donc, nous pensons qu'il y a une absence de volonté politique réelle d'aller vers la reddition des comptes. Parce qu'il faut nécessairement, après avoir mis en place les outils, que l'on puisse créer un mécanisme qui puisse permettre une reddition des comptes. Et la reddition des comptes est un outil de dissuasion contre la corruption, la concussion, l'enrichissement illicite. Oui, en dehors de Aïda Diong, à la place d'Aïda Mbodj. Aïda Diong, oui, bien sûr. Alors, oui, de ce point de vue, avec le conflit d'intérêts, mais là également, c'est un problème. Comment, de votre point de vue, avec le recul, appréciez-vous la problématique du conflit d'intérêts au Sénégal? Faudrait-il aujourd'hui et là légiférer sur la question? Mais bien entendu qu'il faut légiférer sur la question. Parce qu'en réalité, le conflit d'intérêts entre dans cette même logique. Et je pense qu'il y a une panoplie de délits financiers ou d'ententes sur le dos des populations, d'ententes qui vont dans le sens d'orienter les ressources publiques vers, disons, des dépenses personnelles ou une utilisation personnelle ou une utilisation même de groupe à travers une certaine complicité. Je pense qu'il faut encore une fois mettre l'accent sur ça et mener le combat qu'il faut. Vous savez, en 2015, il y a eu une loi qui ratifie un protocole qu'on appelle, si je ne me trompe pas, le protocole AP3-1201 de la CEDEAO. Et ce protocole qui parle de déclaration de revenus est même allé jusqu'à exiger que les proches puissent déclarer le revenu. Votre épouse, vos enfants. Parce que le plus souvent, on voit qu'au Sénégal, il y a le système de prête-noms. Et donc, je pense que quand on comprend notre société, quand on comprend comment fonctionnent les choses, il faut en conséquence, et en s'appuyant bien entendu sur des directives et des protocoles qui sont déjà existants, faire en sorte qu'il y ait des lois dissuasives qui puissent permettre véritablement de lutter contre la corruption. Oui, justement, vous avez parlé de corruption, vous avez parlé de conflit d'intérêts. Aujourd'hui, le bien public, l'homme public par rapport au bien public aujourd'hui, avec le regard et sous sa trajectoire historique depuis Senghor jusqu'à Macky Sall aujourd'hui, en passant sous Diouf et Abdoulaye Wade, comment, de votre point de vue, appréciez-vous, oui, le lien qu'il y a entre l'homme public face au bien public? Alors, ce lien entre l'homme public et le bien public est un lien qu'il faut redéfinir. Vous savez, tout à l'heure, j'ai parlé de reddition des comptes. C'est un outil dissuasif. Permettre la reddition des comptes peut dissuader énormément d'hommes publics de ne pas utiliser les deniers publics à des fins personnelles. C'est extrêmement important. Mais quand il y a l'impunité totale, quand il y a la complicité active et même passive, et quand des personnes face aux deniers publics ne sont jamais inquiétées, quand des proches du président de la République ou des proches qui sont dans le parti ne sont jamais inquiétés, et ça pose problème à un moment donné. Et quand je vais plus loin, quand ces personnes qui sont par ailleurs des hommes politiques ne sont pas aussi sanctionnées du point de vue politique par les populations, ça pose également problème. Donc il y a une forme, disons, comme l'a dit le président, vivons avec le virus, on a l'impression qu'on vit avec les détournements, on vit avec la corruption. Et c'est ça qui est inacceptable dans un pays. C'est pas le régime de l'impunité, quoi qu'on puisse dire. Mais exactement. Exactement. C'est pourquoi je dis aujourd'hui, il y a parfois une mauvaise volonté, c'est clair.
Parce que je pense que quand on met en place des outils, quand on met en place des mécanismes, quand on renforce la réglementation, et que à travers l'exécution, il y a une absence de volonté, à travers l'application, il y a une absence de volonté, bien entendu, on ne peut pas avoir les résultats escomptés. On aura juste montré un bout de volonté pour dire voilà, j'avais voulu que à travers la CREI, à travers l'OFNAC, etc. Mais en réalité, il n'y a pas eu de résultat. Et oui, moi, je pense qu'il faut contourner les hommes politiques et disons les hommes publics qui utilisent les deniers publics. Comment les contourner? C'est-à-dire, aujourd'hui, il faut que les populations puissent sanctionner. Parce que comment à travers... Mais parce que vous les avez côtoyés. Est-ce qu'aujourd'hui, nommer un ministre est source d'enrichissement? Quand on les voit au départ et à l'arrivée, des questions se posent. Oui. Comment peuvent-ils devenir milliardaires, millionnaires, justement après des fonctions comme ministre d'État, ou est-ce que c'est des fonctions qui sont source d'enrichissement? Mais normalement, non. Pas du tout. Ils ont un salaire, ils doivent faire leur déclaration de patrimoine. Aujourd'hui, je donne un exemple très simple. On annonce souvent les déclarations de patrimoine à l'entrée, mais à la fin de la fonction, il faut également une déclaration de patrimoine. Ça se fait, non? Dans les mêmes formes. Ça se fait, non? Mais peut-être bien. Mais est-ce qu'on n'en parle pas, en tout cas beaucoup? Mais expliquez-nous, vous qui êtes de l'intérieur, vous qui les connaissez, alors comment ça se passe qu'ils deviennent millionnaires, multimilliardaires? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Est-ce que justement à l'intérieur de l'appareil, c'est possible, oui, de devenir millionnaire, milliardaire? Moi, j'ai jamais été ministre. On peut pas. Mais vous les côtoyez. Vous les côtoyez. Oui, mais je ne lorgne pas leur bulletin de banque ou bien, disons, leur portefeuille. Non, ce que je veux dire par là, c'est que d'abord, normalement, un ministre ne doit pas être millionnaire ou milliardaire. Ça, c'est clair. Normalement, un agent de l'État ou un fonctionnaire de l'État ne peut pas être milliardaire. Ça, c'est clair. Si une personne qui a cette posture parvient à avoir énormément de richesses, mais c'est parce que il y a des failles dans le système. C'est parce qu'il y a des choses à revoir. Et justement, il faut de la volonté pour ça. Ça ne se limite pas, encore une fois, je le répète, sur la mise en place d'une réglementation qui est renforcée. Il faut aller au-delà. Il faut des sanctions, il faut une volonté réelle, il faut aller vers la reddition des comptes. Mais qui pour protéger le bien public, finalement? Mais le président de la République. Mais la Constitution, elle est claire. C'est le président de la République qui nomme aux postes civils et militaires. C'est le président de la République qui a la possibilité d'utiliser ces organes de contrôle. Mais on ne doit pas utiliser les organes de contrôle pour mettre une épée de Damoclès au-dessus de la tête de qui que ce soit. Je pense que les organes de contrôle, c'est pour aller jusqu'au bout. C'est ça la reddition des comptes. Mais encore, je le dis encore une fois, lorsque un régime quelconque, parce que là je vais au-delà même du régime actuel, se met dans la corruption, la concussion, les conflits d'intérêts, je pense qu'il faut à travers l'élection que les populations puissent sanctionner. C'est extrêmement important. Mais ils l'ont fait, ils ont sanctionné. On en est là aujourd'hui. Oui. Est-ce que c'est ça la véritable solution? Mais oui. C'est une des solutions. Il faut sanctionner. Le mal réside-t-il chez le Sénégalais? Où se situe le mal? Non, le mal est partout. Le mal est surtout au niveau de ceux qui occupent les sphères de décision. Moi, j'ai l'habitude de dire très clairement que ceux qui sont imbus de principes, de valeurs, qui aiment leur pays, qui veulent travailler pour leur pays, qui mettent l'intérêt de la nation au-dessus de leur intérêt propre, ces personnes-là doivent s'engager en politique. C'est extrêmement important. Parce que si ces personnes occupent en majorité les sphères de décision, il y aura certainement des lignes rouges à ne pas dépasser. Il y aura certainement un recul par rapport à énormément de choses, surtout notre relation par rapport aux deniers publics. Mais si ces personnes ne s'engagent pas, et qu'on a la même génération, les mêmes personnes qui reviennent, qui s'opposent, qui reviennent au pouvoir, et on est dans un cercle vicieux, on ne va jamais s'en sortir.
Donc, quels que soient les changements à partir de ce moment, les sanctions des populations, on va avoir les mêmes personnes à la tête de ce pays. Mais on ne peut pas ne pas compter sur les sanctions également des populations. Parce qu'aujourd'hui, il revient aux populations d'évaluer les mandats des uns et des autres. Que l'on soit, disons, une autorité locale, une autorité centrale, il y a des élections. Il faut que les populations évaluent. Il faut que les populations sanctionnent encore et encore. Et ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est extrêmement important. Dit notre invité, il s'agit de Thierno Bocoum. Vous êtes le président de Alliance générationnelle pour les intérêts de la République Agir. Alors, Thierno Bocoum, oui, le calendrier républicain. Les élections sont annoncées, mais la date n'est pas encore connue. De votre point de vue, comment justement appréciez-vous cette donne? Parce qu'aujourd'hui, les élections locales sont annoncées. On ne sait pas jusqu'ici quelle est la date de ces élections locales. Il y a également le fichier électoral. Oui, M. Babacar Kanté, le professeur Babacar Kanté a été nommé à la place de feu du général Mamadou Niang. Oui, dans cette dynamique de préparation pour les élections à venir, avez-vous l'impression qu'on est dans le temps et la démarche vous sied? Alors, la démarche ne sied pas à la situation parce que nous sommes dans un contexte de pays démocratique. Cela veut tout dire. Cela veut dire que nous donnons des rendez-vous aux populations. Cela veut dire qu'il y a des mandats à renouveler. Ça veut dire qu'il y a des sanctions positives ou négatives à décerner. On ne peut pas, dans un pays démocratique comme le Sénégal, qui est une démocratie majeure, quoi qu'on puisse dire, ne pas avoir de date pour des élections. Ça n'a rien à voir avec les acteurs politiques. Le plus souvent, on parle de, l'opposition, le pouvoir. Non, en dehors des querelles entre acteurs politiques, il y a les populations qui attendent une date, qui ont besoin d'avoir une date repère pour sanctionner positivement ou négativement. Et aujourd'hui, effectivement, on ne peut même pas dire qu'on annonce les élections locales parce que les élections locales doivent avoir lieu. Mais le problème... Et beaucoup parlent de couplage des élections. Vous en pensez quoi? Non, il faut respecter le calendrier républicain. Mais si je reviens sur les élections locales très rapidement, il faut savoir quand même qu'on a besoin de dates précises pour au moins donner des rendez-vous aux populations. Aujourd'hui, respecter les rendez-vous plutôt. Respecter les rendez-vous. Là, le rendez-vous n'est pas respecté, c'est clair, compte tenu d'énormément d'aspects. Maintenant, on parle du fichier électoral qui doit être audité, de même que le processus électoral. Depuis est-ce que c'est des arguments pertinents pour vous? Non. Qui justifieraient le report? Alors, ça peut justifier peut-être un report, mais ça ne peut pas justifier le fait de ne pas avoir une date. Parce que quand on calcule le nombre de jours qu'il faut pour l'audit, déjà, depuis qu'on parle d'audit, le processus est trop lent, trop lent. Donc, quand on parvient à avoir une idée sur le nombre de jours qu'il faut, avoir une idée sur le nombre de jours de l'évaluation du processus électoral, prendre les dates qui ne sont pas compressibles, notamment la publication des listes, etc., l'ouverture pour l'inscription sur les listes, etc. Mais on peut évidemment fixer une date. Et c'est ça la démocratie. Ça permet aux acteurs politiques de se préparer, ça permet également aux populations de se préparer. Et je pense que ça, ce n'est pas compliqué. Maintenant, ceux qui parlent de fusion, de couplage, je pense qu'il faut respecter quand même le calendrier républicain. Il faut savoir détacher les différentes élections parce que ce n'est pas pareil. On ne peut pas aujourd'hui comparer une élection législative et une élection présidentielle, ce n'est pas pareil. Une élection législative et une élection locale, ce n'est pas pareil. Donc je pense qu'il faut savoir respecter le calendrier républicain, respecter l'évolution de la démocratie de notre pays, parce que quand nous en sommes à ce niveau, c'est parce qu'il y a une certaine évolution qui est le fruit de longues luttes. Mais qui a intérêt à ce report des élections? Qui a intérêt? Mais ceux qui traînent les pieds. Aujourd'hui, apparemment, le pouvoir ne veut pas organiser d'élections. Je pense que il y a Maître El Hadji Diouf qui en a parlé il n'y a pas longtemps, et de plus en plus sur le terrain,
on se rend compte qu'il n'y a pas une volonté d'organiser des élections très rapidement. Et c'est très dommage parce qu'aujourd'hui, nous devons encore une fois respecter les populations. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un combat que l'opposition doit mener. Aujourd'hui, au sein de l'opposition, non pas seulement l'opposition, mais la société civile, toutes les forces vives de la nation doivent exiger qu'il y ait une date précise pour les élections locales et que le calendrier républicain, le calendrier électoral soit respecté. Oui, en attendant d'arriver à ces élections, de votre point de vue, comment jugez-vous le rapport de force ? Sur le terrain politique, bien sûr. Écoutez, le rapport de force, moi, je le juge par rapport à la population, plutôt par rapport aux acteurs politiques. Aujourd'hui, je pense fondamentalement que nous sommes sortis des élections de 2019 et qu'il y a une frange importante de la population qui n'est pas satisfaite de ce qui se passe dans ce pays à tout point de vue. Si on prend la gestion de la Covid-19, qui est une gestion courante, on peut noter énormément de divergences avec les populations. Maintenant, quant aux acteurs politiques, nous pensons qu'il faut très rapidement aller vers un grand regroupement des forces vives de la nation. Parce qu'il y a des questions de principe qu'il faut défendre très rapidement. Au niveau de l'opposition ? Au niveau de l'opposition, mais il faut également s'ouvrir à la société civile, s'ouvrir aux forces vives de la nation. Nous avons besoin que sur des questions de principe qui transcendent les appartenances politiques ou idéologiques, qu'on puisse s'unir et aller dans le même sens. Je pense que c'est important. Mais au-delà de ça, il y a ce qu'on pourrait appeler des alliances politiques. C'est pourquoi nous faisons la distinction entre les alliances pour les principes et les alliances politiques. Les alliances politiques, bien entendu, ça se fera autour d'affinités politiques, autour de programmes politiques. Et dans quel regroupement vous êtes-vous ? Agir ? Non, agir n'est pas... je ne peux pas aujourd'hui dire que nous sommes dans un regroupement quelconque parce que vous naviguez seul ? Nous discutons, bien entendu, avec des membres de la classe politique, avec tout le monde. Avec tout le monde. Très franchement, nous discutons avec tout le monde. Et le moment venu, bien entendu, notre position sera clairement affichée. Est-ce que vous avez déjà une idée des responsables politiques avec qui vous êtes, vous avez pris la décision de cheminer ensemble Non, nous ne pouvons pas le dire pour l'instant. Comme je l'ai dit tantôt, il faut nécessairement un minimum d'accord du point de vue... Oui, à mi-parcours. Oui, là c'est prématuré d'en parler parce que, bien évidemment, comme vous le savez, un mouvement de cette ampleur nécessite bien entendu qu'il y ait une discussion interne et qu'on puisse avancer dans la discussion. Pour les élections locales à venir, agir sera sur le terrain. Mais bien entendu. Avec qui ? Bien entendu. Nous sommes en discussion avec énormément d'acteurs politiques et de leaders et de partis politiques. Le moment venu, nous aviserons. Est-ce que vous êtes intéressé par sur le terrain politique, par une commune, par une ville ? Est-ce que Thierno Bocoum est-il partant pour la ville de Thiès ou par d'autres localités? Lesquelles? Non, c'est ce que je vous ai encore une fois dit. En ce qui concerne les élections locales, d'abord, nous ne savons pas quand est-ce que ça se fera. Ensuite, nous ne savons pas comment est-ce que ça va se faire. Parce qu'il faut dire qu'on a introduit le suffrage direct normalement. On verra si ça va être retenu. Donc, pour l'instant, il y a un défaut de visibilité sur les élections locales. Donc, quand nous aurons plus de lisibilité, nous pourrons nous prononcer sur ces questions. Comment appréciez-vous la recomposition actuelle politique? Est-ce qu'il s'agit d'une recomposition? Comment appréciez-vous le terrain politique? Non, il s'agit bien entendu d'une recomposition, parce que quoi qu'on puisse dire, disons, la carte que nous avions avant l'élection présidentielle n'est plus la même. Du point de vue politique, les choses ont bougé. Une partie de l'opposition a rejoint le président Macky Sall. Une partie de la mouvance présidentielle également, quoi qu'on puisse dire, il y a eu quelques échappées. Donc il y a effectivement une recomposition, mais une recomposition en tout cas qui n'est pas encore nette parce qu'il y a des changements de part et d'autre. Mais c'est clair que d'ici quelques temps, la recomposition sera beaucoup plus nette et nous aurons beaucoup plus de visibilité. Mais aujourd'hui, quoi qu'on dise, et je l'ai dit tantôt, ce qui est le plus important,
ce sont les populations. Les acteurs peuvent bouger, les recompositions peuvent être faites, mais les populations, leur satisfaction par rapport au régime en place, les demandes d'offres alternatives qu'il y a, je pense que tout ça reste intact. Il revient maintenant de travailler à une offre alternative, il revient maintenant de travailler à la satisfaction de ces populations. Thierno Bokoum, invité d'objection de ce dimanche, vous avez parlé d'offres politiques, quelle dimension et quel contenu, on va y venir tout à l'heure, mais en attendant, parlons du dialogue politique. Que reste-t-il de ce dialogue politique avec justement l'arrivée, la nomination du professeur Babacar Kanté? Quelles sont vos attentes? Que reste-t-il de ce dialogue? Alors, je pense qu'il y a énormément de questions où il y a eu quand même quelques consensus, il faut le dire, et il y a également des divergences. Le professeur est venu à une période où un document avait déjà été confectionné et remis au président de la République. Maintenant, il y a le processus qu'il faut mettre en place pour aller vers la matérialisation des consensus. Nous espérons que ça se passera bien, mais le plus important aujourd'hui, c'est qu'au sein de l'opposition, que l'on puisse identifier les questions qui méritent qu'on se batte davantage, parce que j'ai toujours dit que on ne peut pas ne pas discuter avec le pouvoir dans le cadre, disons, d'un dialogue politique. Ça, d'ailleurs, c'est une tradition, ça devient une tradition, mais lorsque nous considérons que sur certains points, il y a lieu de se battre pour avoir des acquis, il faut qu'on se mobilise pour le faire. De quel point? Non, moi je pense aujourd'hui qu'il faut nécessairement, sur la question de l'organisation des élections, qu'il y ait une autorité indépendante. C'est extrêmement important. C'est un combat qui a été mené même par le président Macky Sall lui-même quand il était dans l'opposition. Sur le bulletin unique également, je ne vois aucune raison pour que ça ne soit pas accepté. Il y a vraiment des choses à revoir. Je pense aujourd'hui, en dehors des points de consensus, il faut que sur les points de désaccord, que l'on puisse nous entendre sur les combats à mener. Alors, vous avez parlé d'offres politiques. Aujourd'hui, à ce stade actuel, quel contenu donnez-vous à cette offre politique par rapport aux Sénégalais et à quelle fin? Oui, au stade actuel, déjà, je dis toujours qu'il faut contextualiser. Nous sommes dans une période de pandémie. D'ailleurs, nous, au niveau de Agir, nous faisons énormément d'activités allant dans le sens de la sensibilisation, parce que quand même c'est un point qui concerne tout le monde. Nous n'avons pas à nous diviser par rapport au pouvoir, même si nous gardons notre liberté de pointer du doigt ce qui ne va pas et de dire ce que nous pensons de la gestion de cette pandémie. Mais nous avons tous intérêt à sortir de cette zone de turbulence, qui est une zone qui peut emporter n'importe qui. Donc je pense que, comme le dit le Wolof Ndiaye, bala nga nan nam nefa. Donc il faut fondamentalement que l'on soit solidaire par rapport à cette question et y travailler. Mais il y a bien entendu, au-delà de ça, une nouvelle vision qu'il faut mettre en place. Je pense qu'il faut changer de paradigme sur énormément de questions. Du point de vue économique, il faut davantage assumer la protection de nos entreprises privées, par exemple. Il faut davantage... À ce niveau, il y a un problème. Il y a énormément de problèmes. Il y a également la gestion de nos ressources naturelles qui pose problème. Il y a la question de la justice qu'il faut évoquer. Mais bien entendu, en quoi aujourd'hui nous rendons compte que en ce qui concerne l'indépendance de la justice, il y a un problème. Nous avons tous vu ce qui s'est passé, en tout cas, ne serait-ce que du point de vue politique, avec les affaires de Karim Wade et de Khalifa Sall. Je pense qu'il faut qu'on puisse tourner une certaine page. La question liée à la démocratie représentative, notamment le rôle de l'Assemblée nationale, il faut que ça soit revu. On ne peut pas continuer à avoir des députés qui ne parviennent même pas à mettre en place un processus de contrôle de l'action gouvernementale. Ça pose problème. Donc il y a énormément d'aspects qu'il faut réformer, allant dans un changement de paradigme sur énormément d'autres questions. Donc nous pensons que ce sont des propositions, des offres programmatiques que nous ferons dans l'avenir. Pour l'instant, encore une fois, nous travaillons à sortir de cette zone de turbulence et nous pensons que les populations seront assez résilientes pour qu'on puisse se dépasser cette période. Et que dire de la question de nos institutions?
en termes de fonctionnement, l'administration sénégalaise, nos institutions, quelle appréciation en faites-vous? Alors, l'appréciation que je pourrais faire de nos institutions, c'est qu'effectivement, il y a énormément de problèmes. D'abord, prenons les institutions budgétivores qui, dans la hiérarchie des priorités, parce qu'il ne faut pas dire non, ça ne sert à rien. Non, ça peut toujours servir à quelque chose si on se base sur les mécanismes démocratiques. Mais si on met en place une hiérarchie des priorités, la priorité est ailleurs. Il faut davantage peut-être mettre l'accent sur la santé, sur l'éducation, sur l'emploi, etc. Ensuite, les institutions qui ne jouent pas le rôle. J'ai donné l'exemple de l'Assemblée nationale, malheureusement, qui est une institution qui abrite les représentants du peuple, mais l'Assemblée nationale ne joue pas pleinement son rôle face aux exigences du peuple sénégalais. Donc c'est des questions extrêmement importantes. Si on prend l'exemple de la justice, j'en ai parlé tout à l'heure. Donc effectivement, il y a des choses à revoir. Il y a une question de volonté politique, mais je dis fondamentalement qu'au-delà des réformes du point de vue réglementaire qu'il faut mettre en place, il y a également le fait qu'il faut davantage encourager les populations, en tout cas imbues de valeurs, de principes, à essayer d'occuper les... C'est un combat de citoyenneté qui se pose. C'est un combat de citoyenneté. Je l'ai dit, moi j'ai été à l'Assemblée nationale, le député a tous les outils qu'il faut pour faire son travail. Mais si on ne veut pas, on ne mesure pas les enjeux, on ne mesure pas, disons, le rôle, parce que le député a une mission qui lui est dévolue à travers la Constitution sénégalaise, au même titre que le président de la République. Et il est élu au suffrage universel direct. Malheureusement, il n'y a pas disons, prise de conscience de cet enjeu, et ça pose problème. Donc c'est par rapport aux hommes et femmes qui nous représentent au niveau des sphères de décision, c'est là où se pose le véritable problème. Donc il faut nécessairement que ceux qui sont en dehors de ces sphères et qui ont comme ambition de changer les choses s'engagent davantage, et qu'il y ait une masse critique capable de pouvoir renverser les choses, capable de pouvoir changer totalement les choses. Oui, de pouvoir changer les choses. Le Sénégal est en mutation. La question du troisième mandat, oui, se pose également avec acuité en parlant des institutions. Oui, sur cette question, toujours, voilà, votre position est la même. Quelle appréciation par rapport à ce qui se suit sur le troisième mandat du président de la République, oui ou non? Votre réponse? Oui, vous savez, moi, sur cette question, je suis très clair. Je dis encore une fois, c'est à la limite indécent de parler de troisième mandat au Sénégal. Nous étions dans le mouvement M23. Moi, je fais partie des acteurs jeunes du mouvement M23. Nous y étions avec la plupart de ceux qui nous gouvernent aujourd'hui. Il y a eu des Sénégalais qui ont perdu leur vie à cause justement de certaines questions. Il y a eu énormément de personnes qui se sont sacrifiées. Nous pensions que une certaine page en tout cas, a été tournée définitivement. On ne peut pas aujourd'hui revenir sur une question de troisième mandat, alors que la question avait été réglée depuis très longtemps par le peuple déjà, ensuite par le président de la République lui-même, à travers la modification de la Constitution. Donc nous pensons fondamentalement sur ces questions, il ne doit pas y avoir de débat. Moi, je le dis et je le répète, je retiens ce que le président Macky Sall avait dit en disant tout simplement qu'en 2019, s'il gagne, il sera à son deuxième mandat. Et après cela, ça en est fini pour lui. Je pense qu'en 2024, le président Macky Sall aura terminé son deuxième et dernier mandat. En attendant, oui, puisque vous parlez du président Macky Sall, nous restons avec le chef de l'État sénégalais à la tête de la présidence en exercice de l'Union africaine pour la période 2022-2023. Oui, pour quelle mission, pour quel agenda la sous-région est là avec les attentes, la Côte d'Ivoire, la Guinée. Vous avez aussi le terrorisme qui est là. Aujourd'hui, quel devrait être l'agenda du chef de l'État sénégalais à la tête de l'Union africaine? Attente, mission, agenda. Oui, effectivement, moi je pense que le président va enfin, 2022 ce n'est pas encore maintenant, il sera le seul candidat de l'UEMOA, parce que c'est l'UEMOA qui doit
présider à l'Union africaine, la CEDEAO du moins, donc qui doit présider à l'Union africaine. Donc je pense fondamentalement que le président de la République, à partir de ce moment, aidé par ses pairs bien entendu, doit pouvoir continuer cette volonté en tout cas d'aller vers une Afrique beaucoup plus unie. C'est extrêmement important aujourd'hui parce que nous constatons à travers les enjeux monétaires, à travers les enjeux géopolitiques, géostratégiques, que l'Afrique est souvent divisée. L'Afrique est souvent divisée face à ses partenaires. Plusieurs fois, les partenaires préfèrent traiter avec les pays directement ou avec des entités des sous-régions. Je pense fondamentalement il faut que sur certaines questions essentielles, que davantage les pays africains soient ensemble, que les pays africains puissent avoir, disons, la même position, puissent avoir les mêmes visées et puissent travailler à se renforcer, à se renforcer mutuellement. Et c'est extrêmement important dans le contexte du monde actuel où les pays cherchent à être dans des entités beaucoup plus solides pour faire face aux fléaux, pour faire face aux... Déjà pour l'accès au vaccin, en misant sur la démocratisation de cet accès au vaccin, c'est déjà une priorité, non? Oui, ça fait partie des priorités. Je pense que récemment, le président de la République a co-signé avec le président Macron et d'autres présidents, disons, une tribune qui parle de multilatéralisme et notamment ce qui a été évoqué, c'est justement l'accès au vaccin. Je pense aujourd'hui, effectivement, par rapport à cela, je pense qu'il y avait même l'initiative COVAX quand même qui allait dans le même sens. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas compris pourquoi le Sénégal dans sa stratégie a seulement réservé 20% pour l'initiative COVAX et 80% pour une initiative personnelle. Je pense qu'il faut être dans une initiative beaucoup plus globale, beaucoup plus globalisante, qui va permettre aux pays africains de pouvoir discuter sur ces questions-là. Et je l'ai dit depuis très longtemps. Quand il y a eu cette pandémie Covid-19, par exemple, il fallait très rapidement travailler au niveau continental sur la question, notamment le vaccin, mais également le partage d'expériences, etc. Je pense qu'il fallait, sur ces questions-là, en profiter pour tisser davantage des relations de solidarité entre pays africains et faire face aux autres. Parce que on ne peut pas continuer à laisser chaque pays tracer sa voie, avoir des relations multilatérales, bilatérales, etc., sans pour autant tenir compte de l'unité qui sera bien évidemment une force pour l'Afrique. Je pense qu'il faut davantage mettre l'accent sur l'unité et qu'on mette l'accent également sur le commerce intérieur, parce que je pense aujourd'hui le commerce sud-sud a un pourcentage assez faible qu'il faut quand même renforcer. Il faut des mécanismes d'intégration qui puissent permettre aux pays africains de se suffire et de pouvoir partager les ressources naturelles entre pays, de pouvoir avoir des mécanismes qui peuvent leur permettre de faire face aux autres. Et je pense que c'est comme ça que ces pays pourront être résilients dans le monde actuel et compte tenu de la situation géopolitique. Thierno Bokoum, merci. Le temps est passé trop vite. Pour rappeler à nos auditeurs qu'il était notre invité, Thierno Bokoum, le président de l'Alliance générationnelle pour les intérêts de la République Agir. Merci encore une fois. Merci beaucoup, Bayon. Mesdames et messieurs, ça n'est tout. Merci de nous avoir suivis. Rendez-vous dimanche prochain avec un autre invité. Excellente suite de programme sur la 98.5. Place à Mordofé et son invité Abdoulaye Wilane, porte-parole du Parti socialiste. Au revoir et à dimanche prochain.